Notre projet mémoire, intitulé Histoire croisée des Tziganes et des Juifs, quand les préjugés ordinaires conduisent au génocide, a débuté le 20 mars 2023, 8 rue Janin à Dijon, aux archives départementales. Nous nous sommes répartis différents travaux de recherche qui ont ensuite été réalisés par groupe. Il s'agissait d'analyser des documents de propagande incitant les Dijonnais à aller visiter l'exposition Le Juif et la France de 1941. De reconstituer la vie de familles juives de Côte d'Or, victimes des mesures d'exclusion comme les familles Blatt, Frank, Rudnick et Ruff, et d'effectuer des recherches sur le sort des nomades pendant la Deuxième Guerre mondiale. D'autres élèves ont ciblé leur attention sur le ghetto de Varsovie et le centre de mise à mort de Treblinka. Les élèves ayant participé à ce projet ont tous réfléchi aux préjugés qui ont conduit durant la Seconde Guerre mondiale à 2 génocides, celui des Juifs et celui des Sinti et des Roms. Nous souhaitons partager le fruit de nos recherches, nos émotions et réflexions. Ce travail nous a ainsi permis de visiter plusieurs lieux et non-lieux de mémoire en France et en Pologne. Ce projet, ce sont déjà des rencontres émouvantes, celles de Colette Morgan-Besser et de sa petite-fille Séverine. Colette a été recueillie et cachée dans le Morvan par Pierrette Pochard, paysanne courageuse qui a sauvé au total 5 enfants juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Puis, celle de Simone Franck, cachée avec sa famille à Vinay par Madame Guéripel. Toutes les deux se sont déplacées pour témoigner avec émotion de leur enfance durant cette période et souligner le courage des justes qui leur ont sauvé la vie. Quand je lui en ai parlé, elle me dit « Ah oui, il est rentré, il était furax, hein. Il avait triplé de volume. En plus de ça, il était dans une ferme allemande où il était très très bien. » Alors, Monsieur Meyer, c'était un grand monsieur très mince. Il avait été conservateur du musée de Cologne. Donc, c'était un homme très cultivé, Monsieur Meyer. Et je me rappelle, quand il a dit à mon père, vous savez ce que nous avons subi en Allemagne, vous allez le subir en France. Et à l'époque, personne ne l'a cru. On n'a jamais cru qu'en France déboulerait Hitler avec toutes ces lois infâmes. Et ce pauvre Monsieur Meyer, après, il a lui-même été déporté. Ce projet nous a aussi permis de comprendre comment les préjugés ont été entretenus par des documents de propagande, des expositions et des mesures d'exclusion. Les stéréotypes physiques, les histoires racistes, les recensements, les contrôles des déplacements et les internements contraints ont banalisé la stigmatisation et la mise à l'écart de populations entières. Des extraits de bandes dessinées datant de 1941 ont par exemple été retrouvés, exposant de nombreuses caricatures antisémites. Cheveux crépus, grand front, oreilles pointues, lunettes rondes, gros nez fourchu et moustaches. Les auteurs de ces caricatures expliquent aussi que, selon eux, les personnes de confession juive sont aux commandes de l'économie française et que ce serait à cause d'eux que la France perdrait la guerre. Ils montrent aussi que les juifs, en se naturalisant français, auraient trompé ces derniers pour mieux s'intégrer. Enfin, ils appartiendraient à la société secrète des francs-maçons. Cette critique est faite en évoquant le ministère. Le but de ces documents antisémites était donc de convaincre l'opinion publique française que les préjugés antisémites reposaient sur des faits réels alors qu'ils étaient le fruit d'une haine injustifiée. Le jeudi 28 septembre au petit matin, le projet nous emmène tout d'abord en direction d'Orléans afin de visiter le musée du Cercil, centre d'études et de recherche sur les camps d'internement dans le Loiret, mémorial des enfants du Veldiv. À Pithiviers, il s'agissait pour nous de voir ensuite le lieu de l'ancien camp de déportés et la gare de départ des déportés. Dans la cour du Cercil se trouve un baraquement immense, bien qu'en réalité, ce n'en est qu'une petite partie. Puis, dans une salle du musée, il y avait des photos de certains de près de 3000 enfants assassinés suite à la rafle du Veldiv. Le but de cette pièce est de se souvenir et de leur rendre hommage, de comprendre que derrière toutes les listes de déportés, ces numéros, ces noms, figuraient des personnes. Le mémorial de Pithiviers est situé à l'intérieur d'une ancienne gare, d'où ont été déportées des personnes juives résidant en France. Sur cette image, un groupe d'arrivants peut être vu avant d'être transportés dans des camps d'internement sous les yeux d'habitants de Pithiviers, à droite de la photographie.
Le site de l'ancien camp peut être vu ici. Cependant, il existe peu de vestiges de l'ancien camp. À Varsovie, la création du ghetto a été l'étape qui a précédé le génocide. Il a été le plus grand d'Europe en termes d'ampleur et de concentration de personnes de confession juive. En effet, le ghetto s'étendait sur environ 3 km² et, entre 1940 et 1943, il a rassemblé jusqu'à 380 000 personnes, soit environ 127 000 habitants par km², contre seulement 14 000 dans la partie non juive de Varsovie. Du fait de la densité de population, les principales causes de décès au ghetto étaient le développement rapide de maladies comme le typhus et la tuberculose, et le manque de nourriture. La dernière partie restante du mur du ghetto de Varsovie, qui avait pour rôle de bloquer à la communauté juive de Varsovie l'accès au monde extérieur, nous a été présentée par notre guide polonaise Kasia. Pour conclure cette matinée, la statue érigée en mémoire des héros du ghetto de Varsovie, située face au musée de l'histoire des Juifs polonais et son histoire, nous ont été expliquées. Du 18 janvier au 16 mai 1943, de nombreux soulèvements de prisonniers, désormais nommés insurgés, interviennent, dans le but de mettre un terme aux horreurs qu'ils vivaient au ghetto. C'est à partir de 1940 et jusqu'en 1943 que les déportations en direction du camp de Treblinka débutent, entraînant la mise à mort de près de 300 000 juifs ayant vécu dans le ghetto de Varsovie. Le projet se poursuit donc avec la visite de Treblinka. Avant que les nazis aient repris ce nom pour nommer le centre de mise à mort tristement connu aujourd'hui, Treblinka était à l'origine un village situé à 80 km au nord-est de Varsovie. Au sein d'une forêt, ce lieu est resté secret, à l'exception des personnes qui y habitaient. Personne ne savait que les nazis avaient construit un lieu de mise à mort. Ce camp est composé de 2 espaces. Le premier était un camp de travail, à l'origine pour les prisonniers polonais, et le second était un centre de mise à mort, dans lequel les prisonniers étaient assassinés peu de temps après leur arrivée sur le site. On peut observer ici une reconstitution des rails sur lesquels circulaient les trains transportant les personnes déportées. À la descente du train, les hommes étaient séparés des femmes et des enfants. L'emplacement des anciennes chambres à gaz et des fosses communes peut être vu sur ces images. À cet endroit ne restent désormais plus que des pierres gravées au nom des villes dont étaient originaires les personnes déportées puis assassinées. Ce mémorial a été érigé en 1964 et en 1978, une stèle nominative, la seule, a été posée à la mémoire de Janusz Korczak et des 200 enfants de son orphelinat assassinés début août 1942. Manon, Nathalie et Ivona ont choisi de déposer 3 pierres d'ambre en hommage aux victimes du ghetto de Varsovie assassinées à Treblinka. Cela nous rappelle aussi cet extrait du livre « Je suis le dernier juif » de Chill Reichmann. Oui, j'ai survécu et je suis libre, mais à quoi bon? Je me le demande souvent. Pour raconter l'assassinat de millions de victimes innocentes, pour témoigner du sang innocent, versé par ces assassins. Oui, j'ai survécu pour témoigner du grand abattoir, Treblinka. Tout a été orchestré, tout a été planifié, très cyniquement. Mais en même temps, voilà, cette tuerie de masse qui a commencé avec, sans des crématoires, juste des simples, entre guillemets, fosses communes. La visite a continué au mémorial dédié aux Roms et aux Sinti. Ce mémorial a été édifié en 2014 par le Conseil polonais pour les sites de protection de la lutte et des martyrs. La marche jusqu'à ce monument a ainsi permis à tous de se rendre compte de l'immensité de ce lieu, bien qu'il ait été complètement détruit par les nazis suite à une révolte des prisonniers le 2 août 1943. L'adjoint du directeur de Treblinka s'est vu chargé du démantèlement des chambres à gaz de septembre à novembre 1943, dans le but de ne laisser aucune trace des atrocités qu'ils avaient commises. Néanmoins, si Treblinka est un centre de mise à mort régional, Auschwitz-Birkenau est un centre de mort de masse européen. Le 18 octobre 2023, c'est à Auschwitz I, puis à Auschwitz II, aussi appelé Birkenau, que nous avons fini notre voyage mémoire. À l'entrée du camp, il peut être lu le tristement célèbre Arbeit macht frei, le travail rend libre, ou selon Elie Wiesel dans son roman La Nuit, une porte en enfer avec au-dessus cette inscription « Le travail c'est la liberté, à Auschwitz ». Ce lieu de mémoire, immense, a laissé les bâtiments de briques rouges d'époque et les clôtures électrifiées.
Certains d'entre eux ont été aménagés en musée, où de nombreuses photos témoignent de l'horreur de ce lieu. Cette image représente une citation de Hans Frank, gouverneur général de la Pologne nazie occupée, et signifie « Les Juifs sont une race qui doit être complètement exterminée ». Cette citation nous a ainsi fait penser à celle de David Foenkinos dans Charlotte. Des lettres de dénonciation en masse, mais ce n'est pas assez, pas assez, pas assez. Ils mènent des interrogatoires d'une singulière brutalité, obligeant les détenus à livrer les membres de leur famille. Chaque juif compte. Moi, ce qui m'avait beaucoup impressionné, c'est les objets du quotidien qu'ils avaient retrouvés, parce qu'il y avait quand même un conteneur, donc c'est quand même grand. Donc ça fait qu'il y avait vraiment énormément d'affaires. Par exemple, le matin, j'étais quand même un peu dégoûté en voyant les cheveux, les chaussures, etc. D'autres baraques abritent essentiellement de nombreux objets ayant appartenu aux déportés. Valises, chaussures, matériel de cuisine ou encore des tonnes de cheveux des prisonniers rasés dès leur arrivée au camp. On peut aussi observer, sur toute la longueur d'un couloir, beaucoup de portraits des victimes d'Auschwitz, des portraits d'hommes et de femmes en tenue de prisonniers, rasés, hâves et hagards. Dans certaines baraques étaient exposées des photos relatant les recensements des personnes ayant vécu à Auschwitz. Au début, 3 photos étaient prises pour chaque personne, puis, suite à un manque de temps et de moyens, un nombre était tatoué sur chaque personne déportée, à son arrivée sur le camp. Ils avaient aussi, cousus aux habits qu'ils devaient porter, des bouts de tissu de formes et de couleurs différentes, spécifiant la raison pour laquelle ils étaient internés. Dans certaines pièces, au milieu d'expositions de photos, des écritures et des mots sur les poutres, les plafonds et les murs des baraquements sont toujours visibles, car gravés par des déportés pour laisser une trace de leur fatidique passage. Un mur en liège entre 2 barricades était utilisé pour assassiner certains déportés par balle. Le rajout de plaques de liège permettait non seulement de ne pas salir le mur, mais aussi d'empêcher les balles utilisées de rebondir sur les différentes parois. En effet, ceci, en plus de constituer un risque pour le tireur, aurait émis un bruit sourd, lequel aurait alerté les autres détenus qui n'avaient pas accès à la vue de l'extérieur car leurs fenêtres étaient barricadées par des planches de bois. Auschwitz II, ou Birkenau, est un site immense, bien plus que ce que nous imaginions avant ce voyage mémoire. On dénombre aujourd'hui environ 300 ruines de baraquements, chacune contenait environ 1000 personnes. Ce chiffre nous ont, à tous, paru vertigineux. Une citation du livre La nuit d'Elie Wiesel nous est revenue à l'esprit.
On arriva dans une gare. Ceux qui se tenaient près des fenêtres nous donnèrent le nom de la station. Auschwitz. Personne n'avait jamais entendu ce nom-là. Aussi l'espace. C'est vraiment ce qui m'a le plus choqué. L'espace, la grandeur aussi, les différents fours crématoires. Et puis voilà. Près du Central Sauna se trouvent actuellement tous les éléments qui ont été retrouvés depuis la libération du camp par l'Armée rouge. Ciseaux, lunettes, couverts, etc. Ce sont les vestiges des baraques du lieu appelé Canada. Ici se trouve la seule chambre à gaz du site qui n'était pas enterrée dans le sol, car elle était loin des baraquements. Il en existe une photographie célèbre sur laquelle un camion en marche se trouve juste à côté de la chambre, dans le but de masquer les bruits pouvant émaner de ce lieu. Les interrobins ont en fin de journée déposé des bougies de part et d'autre de la stèle sur laquelle peut être lu que ce lieu où les nazis ont assassiné 1,5 million d'hommes, de femmes et d'enfants, en majorité des juifs de divers pays d'Europe, soit à jamais pour l'humanité un cri de désespoir et un avertissement. C'est inhumain en fait ce qu'ils ont fait, c'est pas du tout humain. Pour moi, c'est un exemple assez flagrant de à quel point on peut perdre complètement notre humanité. Un dégoût sur ce qui s'est passé, particulièrement quand on passe face à des images qui sont écœurantes. Quand on voit par exemple 4 enfants qui ont la peau sur les os. Je me demandais comment on pouvait faire ça à d'autres humains en étant soi-même humain. J'ai un peu remise en question sur ce qui se passe un peu dans le monde. Mais pour comprendre, c'est important d'aller sur ces lieux finalement, parce qu'on aura beau lire, voir des films, etc. Aller sur les lieux, c'est là où vraiment on ressent le plus d'émotions, d'après moi. Moi, je dirais Auschwitz, pas nécessairement, dans le sens où je pense qu'on peut comprendre la Shoah à travers d'autres lieux, même si comprendre la Shoah en soi, on constate, on a les chiffres, on sait comment ça fonctionnait entre guillemets, mais je veux dire, en fait ça paraît tellement... 6 millions de morts, c'est tellement inimaginable qu'au final, ce qu'on comprend réellement... Voilà, mais après Auschwitz, ça reste un lieu... où il y a eu beaucoup de morts, mais il y a quand même d'autres lieux. Par exemple, Treblinka qu'on a visité hier, qui je pense sont également très très importants. C'est une expérience qui est, à mon avis, primordiale pour comprendre, même si on n'arrivera jamais, parce que on ne pourra jamais se mettre dans la position de ces personnes qui ont été tuées, qui ont peut-être survécu. Par contre, c'est nécessaire de voir à quel point on a pu s'abaisser, salir l'humanité. Ça quand même un peu plus petit, mais en général je trouve que ça correspond bien avec les maisons, le train et la deuxième partie à Birkenau. Je trouve que je voyais ça comme ça, mais peut-être un peu plus petit. Pas vraiment, je pensais que c'était beaucoup plus petit. Quand je suis venue, c'était vraiment beaucoup plus grand que j'imaginais. Il y a une sorte d'ambiance aussi qui est assez pesante, mais c'est pas ce que j'imaginais de base. C'est ainsi que ce projet se conclut, par de nombreux travaux de recherche qui ont donné lieu à plusieurs podcasts enregistrés dans les studios de Radio Shalom, par cette vidéo, mais aussi par un album de photos et de mots de chacun d'entre nous. Par-dessus tout, il s'est terminé sur des souvenirs profondément ancrés dans nos têtes et sur des émotions très fortes. Ce projet mémoire nous a sans doute tous fait mûrir un peu plus et permis d'approfondir notre réflexion sur l'homme. Il nous a notamment sensibilisés aux dangers des préjugés et de la haine injustifiée envers ceux qui nous paraissent différents ou suscitant la jalousie d'autrui. Pour finir, il est important de prendre connaissance de l'histoire, de voir par soi-même ces lieux et non-lieux de mémoire, et d'en comprendre les conséquences sur ceux qui ont vécu ou survécu à ces périodes sombres. Les guerres et les conflits armés actuels montrent que l'histoire peut se répéter si l'on n'en prend pas davantage conscience.
Pułapka. Piège. La mémoire. Historique. Émotion. Rencontre. Réflexion. Współczucie. Compassion. Oppressant. Révélateur. Enrichissant. Émotion. Le cœur. Émouvant. Gravé. Instruisant. Le partage.